Souleymane Niang. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal fait donc dans la menace sur la non-application de la nouvelle réglementation du secteur. La FNBS n'écarte pas la hausse du prix du pain de 150 à 200 francs CFA la baguette si l'État ne réagit pas face à sa revendication. En conférence de presse ce matin, les acteurs ont dénoncé la vente du pain dans les boutiques et sa livraison par des chariots plus connus sous le nom de pousse-pousse sans le respect des mesures d'hygiène. Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, est au micro de Amadou Sabarba. La conférence de presse qui nous réunit aujourd'hui abordera une seule information essentielle, la non-application de la nouvelle réglementation et ses conséquences. Aujourd'hui, on constate sur le terrain, la réglementation n'est pas appliquée. Peut-être difficile à appliquer. Et pourtant, c'était une promesse ferme des autorités pour un gel de notre revendication principale, à savoir la vérité des prix avec l'application effective des résultats de la commission. Nous avions estimé, avec un assainissement du secteur, la boulangerie sénégalaise renaîtra. En ce moment, c'est l'anarchie totale. La vente du pain à l'intérieur des boutiques de quartier sans respect des normes hygiène est en train de persister et surtout dans le contexte de Covid que nous vivons. La livraison du pain dans des pousse-pousse, des sacs en bandoulière, des voitures non conformes aux exigences réglementaires qui sont en train aujourd'hui de persister encore. Si le gouvernement pense qu'il est dans l'incapacité d'assurer la survie de notre secteur, dans ce cas, aujourd'hui, nous allons exiger la hausse du prix de baguette de 190 grammes à 200 francs sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, nous demandons que la boulangerie sénégalaise soit considérée comme impactée du Covid-19. Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Justement, la réglementation de la vente de pain demeure un véritable casse-tête pour l'État. Malgré les initiatives prises, la vente de pain dans les boutiques est toujours notée. Les associations consuméristes attendent des mesures fortes de la part des autorités. Nafissa Toussila. Toute cette anarchie dénoncée par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal résulte d'une mauvaise mise en œuvre selon Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, et cela bien avant la pandémie. L'approche qui a été faite par le ministère du Commerce n'était pas une bonne approche parce qu'en fait, sur le décret initial, il n'était pas interdit de vendre du pain dans les boutiques, mais il était interdit de les vendre dans les boutiques s'il n'y a pas d'aménagement spécifique. Et ça a créé une situation encore pire. Profiter de la riposte contre le coronavirus pour appliquer le décret n'a mené à rien et le ministère du Commerce s'en désole. Pour lui, certains boulangers eux-mêmes sont à l'origine de ce désordre dans la distribution du pain. Omar Diallo, directeur régional du commerce intérieur. Aujourd'hui, elle est toujours applicable. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mêmes ces boulangers-là qui prennent des kiosques et qui les mettent devant les boutiques. Le boutiquier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des va-et-vient entre la boutique et le kiosque. Les gens vont à la mairie, ils payent le droit d'utiliser la voie publique. Nous, commerce, nous n'avons pas les prérogatives d'enlever ces kiosques-là devant les boutiques parce que c'est les autorisations des mairies qui les ont implantés là-bas. Nous pouvons fermer le kiosque, nous pouvons retirer le pain et verbaliser, mais nous ne pouvons pas enlever ces kiosques-là. Donc le problème aujourd'hui, c'est que si dans ce secteur-là, les boulangers eux-mêmes, pour qui la réglementation est là, s'ils ne s'approprient pas cette réglementation-là, mais il est clair qu'on aura toujours ces difficultés-là. Pourtant, la date limite du processus de réglementation du secteur de la boulangerie est en cours. Nous sommes en train d'y travailler. Le problème majeur, c'était l'architecture administrative qui devait s'occuper de cela. L'architecture devait être parachevée par la création des comités régionaux de gestion du secteur de la boulangerie, ce qui a été fait par le gouverneur de Dakar qui l'a créé le 14 juillet dernier. Donc ça, c'est la dernière phase pour faire appliquer les sanctions à la matière, notamment aller fermer toutes les boulangeries qui ne se seront pas conformées. Mais imaginez aujourd'hui que nous sommes à 1800 boulangeries, il n'y a que 14 sont déclarées. Sommes-nous en mesure de fermer 1000 et quelques boulangeries pour tout le Sénégal? C'est pas possible. Pour Momar Ndao, l'urgence, c'est d'abord d'encadrer ce désordre. Alors que si on avait amélioré le système de distribution, et donc il était plus facile de mettre en place une mesure barrière pour ces personnes-là que pour des milliers de Sénégalais qui vont acheter du pain. C'est de permettre aux boutiques de mettre en place des aménagements spécifiques suffisamment conformes pour pouvoir répondre aux exigences, bien sûr, du décret. Le respect des normes de distribution du pain a toujours constitué une réelle difficulté, aussi bien pour les boulangers que pour les consommateurs qui craignent pour leur santé. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
Affaire de la présumée voleuse de Sacré-Cœur, les 3 personnes arrêtées ont été déférées à l'instant. Sont déférées à l'instant. Elles étaient en garde à vue au commissariat de Dieuppeul. Une 4e personne est activement recherchée par la police. Ces individus sont accusés d'atteinte à la dignité humaine, d'agression sexuelle et de collecte illicite de données. Ils s'en étaient pris à une dame considérée comme une voleuse, mais des informations concordantes. Selon ces informations, donc, la dame ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. L'OFNAC entre en jeu dans la crise qui secoue la Chambre de commerce de Dakar. L'auteur de la plainte contre le président de la Chambre consulaire pour détournement de deniers publics a été entendu hier par les enquêteurs de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Biram Yayawan, le président du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal, dénonce le mutisme du ministre du Commerce sur cette affaire. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. C'est une plainte que j'avais déposée depuis le mois de décembre, plus précisément le 9 décembre. C'est hier que j'ai été auditionné dans le fond par les enquêteurs de l'OFNAC. Donc c'est contre tous les responsables qui ont un pouvoir de signature au niveau de la Chambre de commerce de l'agriculture de Dakar, où nous avons quand même pu déceler des cas de détournement, des cas d'abus de biens sociaux. Donc aujourd'hui, devant l'immobilisme, devant le mutisme incompréhensible de notre ministère de tutelle, à savoir le ministère du Commerce, heureusement que nous avons eu cette bouée de sauvetage qui nous est venue de l'OFNAC pour quand même enquêter dans le fond et quand même passer aux actes. C'est une enquête, l'enquête est ouverte. Aujourd'hui, j'ai eu quand même à leur dire quand même tout ce qui se passe, les magouilles, les fraudes, tout ce qui se passe au niveau de l'institution consulaire. Donc je sais que ça prendra le temps qu'il faut, mais quand même j'ai trouvé des enquêteurs très déterminés quand même à mener cette enquête rapidement devant encore le mutisme incompréhensible de notre ministère de tutelle, à savoir le ministère du Commerce, qui ne nous est du moment d'aucun apport. Dans l'actualité sociale, le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal a reporté sa marche initialement prévue aujourd'hui jusqu'après la fête de Tabaski. Les conducteurs de taxi réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative qui tourne autour de 13 points. Écoutons Modou Ndiaye, secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Deux raisons expliquent le report de cette marche. D'abord, il y a le décès du taximan Ibrahima Sam, tué le 27 octobre 2016 sur la route de l'aéroport. Le syndicat avait pris en main le dossier et le procès était prévu hier le 21. On a dit que vaut mieux reporter la marche pour aller assister au procès. Ensuite, les instances de base du syndicat se sont réunies vendredi dernier. Nous avons discuté et pensé qu'avec l'hivernage, mais aussi la Tabaski, qui est une période où les taximans sont très sollicités, il fallait attendre après la Tabaski parce que rien ne presse. Toutefois, il faut préciser que la manifestation n'est pas annulée, elle est juste reportée jusqu'après la Tabaski. Pour les motifs de cette marche, il s'agit de notre plateforme revendicative de 13 points que nous avions soumise à l'État. Le ministre des Transports terrestres nous a d'ailleurs reçus après le point de presse que nous avions tenu pour entamer les négociations. Parmi nos points de revendication, il y a l'affaire du meurtre d'Ibrahima Sam qui était le premier point. L'autre point est relatif au port de masque parce que si le client ne porte pas de masque, les agents de sécurité arrêtent le taximan et lui font payer une contravention en lieu et place du client, ce qui n'est pas normal. Et puis le syndicat national des travailleurs et techniciens de l'agriculture du Sénégal a entamé une nouvelle grève de 72 heures. Ces techniciens de l'agriculture continuent de réclamer la satisfaction de leurs revendications comme l'octroi d'une indemnité de risque à 12h11. Parlons de l'hivernage qui s'installe progressivement sur le territoire du Sénégal. Les pluies qui font le plus grand bien dans le monde rural. Dans les villes, particulièrement à Dakar, elles engendrent quelques inquiétudes avec notamment les risques d'inondation. Justement, les mouvements lancent l'alerte à ce sujet. Les premières pluies ont déjà provoqué des dégâts dans certains quartiers de la banlieue. Selon les acteurs, il faut agir vite. Awambaye.
Samsam 3, quartier Abdoundiaï, Talimam Diara, des quartiers de Diamaguène, Sicap Mbao qui pataugent déjà, selon Abdou Samad Diouf. En tout cas, la situation est grave maintenant. Vu la pluie d'hier, cela commence à faire des dégâts dans les quartiers de Diamaguène, Sicap Mbao. Il y a des familles qui n'ont pas dormi hier à cause de la pluie. Le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation à Diamaguène Sicap Mbao demande aux autorités de rendre déjà disponible la logistique de pompage d'eau pour atténuer les premiers dégâts des toutes premières pluies dans ces quartiers. Nous interpellons l'autorité, l'État, de prendre les devants et aider les populations à commencer le pompage. Parce qu'on ne peut pas comprendre depuis des années, chaque chose se répète. On ne peut pas continuer à vivre dans des conditions comme ça. C'est le rôle de l'État aujourd'hui de prendre les mesures nécessaires pour assister les populations. Au moins, ça va nous soulager et ça va au moins régler quelques problèmes. Parce que on parle beaucoup de milliards sur les inondations, mais on ne parvient pas à régler le problème depuis lors. Babacar Maïngaraf se dit inquiet et rappelle en 2013 un programme décennal d'éradication définitive des inondations au Sénégal a été lancé. Mais c'est le processus d'exécution qui est lent. Il est membre de l'association Synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est tout simplement d'accélérer la cadence, d'être au niveau du travail, à la hauteur des 70% de la durée du projet déjà déroulé. N'oublions pas que c'est un programme sur 10 ans. Aujourd'hui, le programme a déjà fait 7 ans. Donc, on pouvait quand même être à 70% de réalisation des ouvrages. Et si tel était le cas, franchement, je ne pense pas que l'on serait à ce stade. Les inondations, la banlieue de Dakar en garde de mauvais souvenirs. Et aujourd'hui, les acteurs interpellent les autorités pour qu'elles agissent dès maintenant, avant que les eaux pluviales ne créent encore de gros dégâts. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Covid-19 au Sénégal, les chiffres du jour en nette hausse par rapport au nombre de tests effectués et de cas positifs détectés hier. La maladie qui reste concentrée dans la région de Dakar mais qui continue de se propager lentement mais sûrement dans d'autres régions. Le point du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1244 tests réalisés, 136 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 101 cas contacts suivis par nos services, 35 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre les localités ou quartiers suivants. Thiès, 5, Mbour, 3, Guédiawaye, 2, Liberté 6, 2, Pikine, 2, Sicap Baobab, 2, Ziguinchor, 2, Colobane, 1, Dakar Plateau, 1, Grand Médine, 1, HLM, 1, Kaolack, 1, Keur Massar, 1, Mariste, 1, Médina, 1, Niary Tally, 1, Nord Foire, 1, Parcelles Assainies, 1, Rufisque, 1, Saint-Louis, 1, Thionck-Essyl, 1, Touba, 1, Yoff, 1 et zone de captage, 1. 64 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mardi 21 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 9121 cas ont été déclarés positifs, dont 6108 guéris, 177 décédés et donc 2835 sous traitement. Et puis, face au non-respect du port de masque par les élèves et les populations à Sédhiou, les jeunes de Force Vive Sédhiou ont entamé une campagne de sensibilisation sur l'importance de respecter au moins cette mesure barrière, même si la région n'a plus enregistré de cas depuis presque un mois. Ces jeunes ont donc distribué à cet effet 4000 masques aux différents établissements de la commune de Sédhiou, point de départ de cette campagne du primaire au secondaire et aux écoles de formation. Correspondance Max Euclide Kanfani. Il faut insister sur le port des masques parce que les élèves ne portent pas des masques. Même pas seulement que les élèves, même les adultes dans la ville, tu rencontres des adultes qui ne portent pas des masques. C'est un constat patent dans la région effectué par ces jeunes de Force Vive Sédhiou qui prônent pour une politique de développement en sensibilisant sur le respect de cette mesure barrière dans la région, même si aucun cas n'est détecté depuis presque un mois. Ces jeunes ont donc fait le tour des écoles de la commune pour distribuer 4000 masques aux élèves. Momodou Massalé, porte-parole
porte-parole de ces jeunes. La maladie concerne tout le monde. Nous, aujourd'hui, les 4000 masques là, on a distribué à toutes les écoles élémentaires et privées, je ne sais même pas, secondaires, centres de formation, toutes les écoles, l'ensemble des écoles de la commune de Sédhiou. Aujourd'hui, les gens pensent que la maladie n'est plus là, la maladie, elle est partie. Donc, le président Guité nous a instruit, quand on vient ici, qu'on fasse notre mieux pour sensibiliser la population afin de ne pas négliger cette maladie. Ces jeunes de force vive de Sédhiou ont saisi cette occasion pour demander la fin des travaux entamés depuis belle lurette dans la région. Nous saluons le président de la République qui a fait des efforts salutaires dans notre commune, mais aussi on a lancé un appel à son endroit par rapport à des chantiers qui sont inachevés. Nous avons le stade qui est là, nous avons aussi la Promoville avec le pavage, les routes qui sont en cours. Sur les traces de leur mentor, ces jeunes demandent au président de régler la question de leadership dans la région. Aujourd'hui, tout le problème de Sédhiou est confronté à un problème de leadership. Parce que tout simplement, tout notre problème, c'est un problème de leader régional. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Et puis je vous propose ce voyage au cœur des foirailles et points de vente de moutons face au Covid-19. Constat fait, il y a un relâchement total depuis la levée des mesures restrictives. Vendeurs de moutons comme acheteurs ne respectent pas les mesures barrières. Le service d'hygiène de Thiès, conscient du danger, sillonne donc les différents foirailles du département de Thiès pour sensibiliser les vendeurs et les acheteurs sur le port de masques et le lavage des mains à l'eau et au savon. Reportage Cheikh Anta Diop. Partout au niveau des forailles et points de vente du département de Thiès, le scénario est le même. Des éléments du service d'hygiène de Thiès, de concert avec le poste vétérinaire de Thiénaba, mènent des activités de sensibilisation sur les mesures de prévention. Capitaine Idrissa Ndiaye, le chef régional du service d'hygiène de Thiès. Donc nous avons vu que ce port-là n'est pas systématique au niveau aussi bien des vendeurs que ceux qui viennent pour acheter. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là aussi vraiment pour remobiliser aussi ces personnes qui fréquentent foirailles pour le port systématique de masques. Donc c'est pour cette raison aussi que nous sommes venus aussi avec des dispositifs de lavage des mains. Maintenant, il y a aussi la désinfection qui peut être faite si nous sentons que peut-être il y a des risques qui vont être liés à la présence de germes. Parce qu'ils vendent des denrées alimentaires au niveau de ces foirailles. C'est très important dans ce contexte de Covid-19 de les sensibiliser aussi, surtout par rapport au lavage des mains à l'eau et au port du masque. L'Haj Babacar Diallo Diop, chef de poste vétérinaire responsable du forail de Ngoundiane, sensibilise également les vendeurs de moutons et acheteurs sur les mesures d'hygiène élémentaires. Les mesures ont été prises durant ces réunions pour que les éleveurs, les restauratrices, toute personne qui arrive au niveau du forail respecte ces mesures barrières. D'ici la Tabaski, le protocole sanitaire sera renforcé. Le chef du service régional d'hygiène de Thiès veut éviter que tous les points de vente de moutons soient les lieux de transmission de la Covid-19. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis les impacts de la pandémie dans le milieu du travail sont bien ressentis par les travailleurs à Kaolack, notamment au niveau des entreprises privées. Fort de ce constat, la coordination des syndicats affiliés s'est engagée à mener une campagne de sensibilisation au niveau des entreprises privées et des services publics pour le respect des mesures de protection. Cela intervient dans un contexte où la progression de la pandémie est préoccupante dans la région de Kaolack, avec 9 morts et près de 90 cas positifs enregistrés. Voici Abdou Ndiaye, porte-parole de la COSA, propos recueillis par Ibrahima Diamé. Effectivement, au niveau régional, il y a de l'impact au niveau régional. Parce que si vous voyez, il y a des travailleurs qu'on avait envoyés en chômage technique pour 3 mois. Et lorsque les 3 mois ont fini, leurs employeurs les a proposé de reconduire le chômage technique. Les travailleurs ont refusé. Donc il y a des travailleurs qu'on paye durant ces 3 mois 25 000 francs de salaire. Donc là, vraiment, il y a beaucoup d'impact. Les hôtels qui se trouvent au niveau de Kaolack aussi, ça ne fonctionne plus. Depuis 4 mois, les hôtels ne fonctionnent plus. Ce que nous comptons faire, c'est de faire des sensibilisations dans les services. Donc, rencontrer les travailleurs avec les spots. Bon, donc, vraiment, on va les expliquer plus en détail qu'il faudra qu'ils fassent beaucoup attention par rapport à la situation. Parce que l'heure est très grave. Le président disait que l'heure est grave. Moi, je dis qu'actuellement, l'heure est très grave. Donc, on doit faire beaucoup attention. Et puis, pour être complet, notez que la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique donne un point de presse en ligne sur le thème Covid-19 et les infections des travailleurs de la santé en Afrique. Ce sera demain, jeudi 23 juillet. Dr Matshidiso Moeti sera avec la ministre de la Santé du Burkina Faso, le ministre de la Santé
santé et de la population de la Sierra Leone et une spécialiste de la santé maternelle internationale et de la profession de sage-femme. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détié-Diop. Rebonjour Souleymane Niang. La crise au Mali, le président nigérian en renfort au chef d'État de la CEDEAO à Bamako. Muhammadu Buhari va renforcer la délégation des 4 chefs d'État attendus demain dans la capitale malienne pour une médiation dans la crise socio-politique dans le pays. Oumoukal Soumli. Le président Muhammadu Buhari et ses homologues du Sénégal, Macky Sall, de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Ghana, Nana Akufo-Addo et du Niger, Mahamadou Issoufou, sont attendus au Mali jeudi vers 10h et repartiront vers 17h dans la même journée. La délégation sera également élargie au président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Kouassi Brou, et à l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck, qui avait déjà participé à la médiation entre contestataires et pouvoir. Elle doit rencontrer d'abord le président malien Ibrahima Boubacar Keïta, puis conjointement l'influent imam Mahmoud Dicko, figure emblématique de la contestation, et les dirigeants du mouvement du 5 juin, M5-RFP, la coalition hétéroclite qui réclame avec rigueur la démission d'IBK. Il ne faut pas oublier que cette mission des chefs d'État est due à l'échec de la négociation entre le M5-RFP et les émissaires de la CEDEAO qui ont récemment séjourné à Bamako. Rappelons que dans la journée du lundi 20 juillet, des militants du M5 et d'autres individus infiltrés avaient, sous le prétexte de la désobéissance civile, quasiment paralysé la vie socio-économique à Bamako à travers des barricades à l'aide de pneus brûlés et des ordures déversées dans les rues. Précisons aussi que dans l'après-midi du lundi 20 juillet, les discussions se sont poursuivies par le biais des diplomates qui auraient à nouveau échangé avec l'autorité morale du M5-RFP, l'imam Mahmoud Dicko. Ce dernier est désormais plus souple et réceptif pour un accord politique, mais il semble avoir des difficultés à convaincre les autres leaders du mouvement. Au Mali toujours, 2 gendarmes ont été tués hier dans une attaque dans la ville de Gao, selon l'AMAP, l'agence malienne de presse et de publicité. L'attaque a été perpétrée par des hommes armés non identifiés qui ont emporté les armes de leurs victimes. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour retrouver les assaillants et déterminer les circonstances de l'attaque. Au Burkina aussi, il y a eu des militaires tués dans l'est du pays. Cela s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Selon un communiqué de l'armée, 2 militaires tués et 5 autres blessés dans une attaque contre un détachement militaire de Tankouala. Les assaillants, des individus armés non identifiés. En Gambie, des ONG demandent une enquête internationale sur le massacre de migrants en 2005. Le 22 juillet 2005, plus exactement, une soixantaine de migrants avaient été arrêtés puis exécutés par les jungleurs. Seuls 3 rescapés de ce massacre sont connus et pour les ONG dont Human Rights Watch, de nombreuses zones d'ombre subsistent selon Red Brody qui s'est confié à RFI. Seule une enquête internationale est capable de remonter les faits en Gambie et d'aller voir les corps au Sénégal. En Guinée-Bissau, le président Embalo a reçu en audience hier la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Rosine Hadizatou Sori Koulibaly, était absente du pays pendant un peu plus de 4 mois. Lors de la rencontre, il était question de la pandémie du coronavirus, de la situation politique du pays, du trafic de drogue, entre autres. Noa Mankali. À sa sortie d'audience, Rosine Hadizatou Sori Koulibaly, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Guinée-Bissau, a déclaré qu'elle a discuté avec le chef de l'État Oumar Sissoko Embalo des questions liées à la pandémie du nouveau coronavirus, la situation politique du pays à un moment où le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à analyser la situation politique en Guinée-Bissau. Le mardi, le gouvernement nord-américain se dit préoccupé par la destitution des responsables de lutte contre le trafic de drogue en Guinée-Bissau. Selon la secrétaire d'État adjointe de l'Office des stupéfiants internationaux, Heather Merritt, les résultats étaient extraordinaires. Cependant, Merritt a déclaré que le gouvernement nord-américain est préoccupé par le type de gouvernement que dispose la Guinée-Bissau en ce moment et les efforts qu'il est en train de faire ou non pour empêcher le trafic de drogue en Guinée-Bissau. Noa Mankali Bissau, RFM. Et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci Georges Détié-Diop. Il est 12h26. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Soda Thiam.
Parlons d'abord de la suite et fin de la 37e journée de la Première Ligue. Aujourd'hui, à 17h, Manchester United va recevoir West Ham. En cas de victoire ou même de match nul, les Red Devils vont prendre la 4e place à Leicester, qualificative à la Ligue des Champions. À 19h15, Liverpool de Sadio Mané va accueillir Chelsea. Et pour cette rencontre, N'Golo Kanté est contraint de déclarer forfait pour le déplacement à Liverpool. Il n'est toujours pas remis de sa blessure aux ischio-jambiers. Hier, Aston Villa est sorti de la zone rouge après sa victoire sur Arsenal 1-0. En Italie, c'est la suite de la 35e journée avec Parme, Naples de Kalidou Koulibaly à 17h30, 19h45 Inter Milan Fiorentina, Spal AS Rome, Torino Hellas Vérone, Sampdoria Gênes, Genoa, Lecce Brescia. L'AS Milan a réalisé une belle opération hier en battant Sassuolo 2-1 à l'extérieur grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Les Milanais doublent la Roma et Naples au classement et s'installent à la 5e place. L'AS Milan a aussi officialisé hier la prolongation de contrat de son entraîneur Stefano Pioli jusqu'en juin 2022. En France, le président de la Fédération de football reconnaît qu'avec le léger rebond de l'épidémie, il se pose davantage de questions sur le retour du public dans les stades pour la reprise de la Ligue 1 le week-end du 23 août. Le patron du football français regrette un peu que la finale de la Coupe de France Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, prévue vendredi soir au Stade de France, se joue seulement devant 5000 personnes alors qu'il en espérait davantage il y a quelques semaines. Et puis l'entraîneur de l'Olympique de Marseille tire un trait sur l'hypothèse d'un transfert du René Mbaïgnan au Vélodrome. L'attaquant international sénégalais de 25 ans qui avait manifesté le 24 mai dernier des envies de plus grands clubs et notamment de l'OM ne figure pas dans notre liste de joueurs à acheter, assure le technicien portugais ce mercredi. Nous parlons des Jeux Olympiques. Toshiro Muto, le directeur général du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, a déclaré ce mercredi que l'instance se préparait à organiser les Jeux Olympiques avec le coronavirus. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo se préparent à accueillir l'événement l'année prochaine, même si la pandémie de coronavirus ne s'est pas considérablement atténuée. Prévu cet été, les JO ont été reportés à l'été 2021 en raison de la pandémie. Et nous terminons avec du basketball. La NBA, interrompue depuis le 11 mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, doit reprendre le 30 juin à Orlando avec 8 matchs de saison régulière pour les 22 équipes en lice avant d'attaquer les playoffs. La NBA a annoncé dans un communiqué que les votes pour désigner le meilleur joueur de la saison, c'est-à-dire le MVP, étaient ouverts du 21 au 28 juillet. Un duel entre le tenant du titre Giannis Antetokounmpo et LeBron James semble se dessiner. Les journalistes du monde entier amenés à voter devront également désigner le défenseur de l'année, le titre qu'espère remporter pour la 3e fois d'affilée le Français Rudy Gobert. Mais la fin de la saison régulière et les playoffs ne seront pas pris en compte. Venons-en maintenant à Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 avec Youssouf Bodian. Le Sénégal a dépassé ce jour la barre des 9000 cas de coronavirus. 177 personnes ont perdu la vie depuis le mois de mars. La RDC, avec moins de cas que notre pays, 8534, a enregistré 196 décès. La République démocratique du Congo a officialisé hier la levée de l'état d'urgence sanitaire avec une reprise des activités en 3 étapes, dont la réouverture des frontières le 15 août. Hors du continent, en Bolivie, la police a retiré plus de 400 cadavres des rues et des maisons au cours des 5 derniers jours. Parmi ces décès, 85% sont des personnes victimes du coronavirus. La Bolivie, avec 11 millions d'habitants, moins que le Sénégal, compte officiellement plus de 2200 morts depuis le début de la pandémie. Dans le monde, le coronavirus a tué plus de 616 000 personnes en 7 mois. C'est plus que le nombre de décès annuels causés par la grippe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre officiel de cas de coronavirus, près de 15 millions, est au moins le triple du nombre de maladies grippales graves enregistrées chaque année. Les États-Unis, pays le plus touché, ont pour le 8e jour consécutif enregistré plus de 60 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures. À seulement quelques jours de la reprise, près de 59 joueurs de NFL, la prestigieuse ligue de football américain, ont été testés positifs à la Covid-19 selon un communiqué de l'association des joueurs.
Nous restons aux États-Unis où la Covid-19 a par ailleurs causé la mort de 961 personnes. Pour la première fois, les chercheurs ont réussi à faire se répliquer des particules de SARS-CoV-2 à l'origine du coronavirus, prélevées dans l'air de chambre de malades de la Covid-19. Ils valident ainsi l'hypothèse selon laquelle le virus est transmissible non pas seulement par les postillons et les grosses gouttelettes émises par la toux et les éternuements, mais aussi par de microscopiques gouttelettes rejetées en respirant et en parlant. Selon les chercheurs, elles sont si légères qu'elles restent en suspension longtemps en l'absence de ventilation. Donc, portez un masque si vous êtes dans un endroit fermé avec plusieurs personnes. Il y a tout de même de bonnes nouvelles avec le Brésil, devenu hier mardi le premier pays à lancer les tests de phase 3 du vaccin chinois Coronavac contre le coronavirus. Une femme médecin de 27 ans a été la première de 9000 volontaires parmi les personnels de santé qui vont recevoir au cours des 3 prochains mois des injections du vaccin dans le cadre de la phase 3, la dernière des essais cliniques avant l'homologation. Ces tests sont menés par l'Institut public de référence Butantan qui doit normalement produire 120 millions de doses au début de 2021 si les résultats sont concluants. Et puis 2 projets de vaccins contre la Covid-19, un britannique et un chinois ont produit une réponse immunitaire importante et démontré leur sûreté pour les patients selon les résultats de 2 essais cliniques distincts. Ils ont été publiés aujourd'hui dans la revue médicale britannique The Lancet. Le premier, développé par l'Université d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca, a généré une forte réponse immunitaire dans un essai sur plus de 1000 patients, tandis que le second, soutenu par CanSino Biologique, a provoqué une forte réaction en termes d'anticorps dans un autre essai chez la plupart des quelques 500 participants. RFM Reportage. Le reportage Tabaski du jour, la Tabaski de cette année qui sera célébrée dans un contexte de pandémie du coronavirus, une maladie qui gagne du terrain à Dakar. Malgré tout, bon nombre de citoyens se préparent à se rendre dans leurs localités respectives. Seuls quelques-uns hésitent à faire le déplacement pour ne pas prendre de risques. C'est un reportage de Salimata Aou. Ils sont assis sous l'arbre pour prendre du thé. Pape et Modou sont des frères. Ils s'accordent sur tout, sauf le lieu de la célébration de l'Aïd el-Kabir. En ce contexte de crise sanitaire, Pape ne pense même pas à aller au village. Je ne vais pas partir parce que le virus circule. Ce n'est pas prudent de partir au village. Je vais seulement envoyer de l'argent à ma famille. Je n'ai qu'une chambre ici et mon patron est chez lui. Alors qu'est-ce que je vais faire à Dakar? Moi je pars. Mbaïsar, lui, est de Guinguinéo. Il avait passé la Korité à Dakar, mais pour la Tabaski, toute la famille l'attend, dit-il. La Korité, je l'ai passée à Dakar, mais pas question de rester ici pour la Tabaski. Ma famille n'attend que moi, je vais partir. Il sera difficile de respecter les mesures d'hygiène. Ajoute Mbaye, la vie au village se passe autrement. Les mesures d'hygiène s'arrêtent ici à Dakar. Une fois au village, c'est la vie en communauté. Tu peux avoir une maison avec plus de 5 familles qui vont y passer la fête. Donc, vous voyez. L'heure est au préparatif pour la Tabaski. La majorité est prête à se rendre au village, même si le coronavirus prend des proportions inquiétantes à Dakar et dans les régions. RFM, la presse du jour. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi 22 juillet 2020, commentée par Georges Dessi Diop.
L'inspection générale d'État aurait-elle enfreint la loi? Le Forum civil répond par l'affirmative. Dans Vox Populi, son coordinateur fulmine qu'il y a une violation manifeste de la loi par l'IGE et pour cause. Les Échos rapportent les propos de Birahim Seck selon lesquels l'inspection générale d'État est restée 4 voire 5 ans sans publier de rapport. Le journal nous apprend aussi que le Forum civil a décelé des failles dans la mission des vérificateurs, lesquelles sont consécutives aux violations de la loi sur les statuts de l'IGE, mais également sur la violation du principe de l'imputabilité par l'IGE, notamment lorsqu'il s'agit de l'administration. Le Forum civil a également déploré l'absence des projets phares de l'État dans les différents rapports de l'IGE. Birahim Seck confie dans l'AS que dans les 3 rapports, il n'y a aucune information sur le PRACAS, le PUDC, le PRODAC, les bourses familiales, il a tout bas le building administratif. Résultat, dans un entretien accordé à l'Observateur, il y voit une volonté manifeste de protéger des agents de l'administration centrale. Ainsi, l'Observateur affirme que le Forum civil crache sur l'inspection générale d'État. Pour l'AS et les Échos, le Forum civil épingle l'IGE. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, l'est-il? Hier, il a fait le bilan des activités de distribution de l'aide alimentaire destinée aux ménages vulnérables. Le Soleil rend compte de l'exercice de transparence et indique que Mansour Faye a annoncé que la distribution a été bouclée dans les 552 collectivités territoriales concernées. Entre autres chiffres fournis par le ministre et rapportés par le quotidien gouvernemental, 110 millions de kilogrammes de riz, du sucre, de l'huile et des pâtes distribuées à 1 100 000 ménages. 60 milliards 709 694 520 francs CFA dépensés pour l'acquisition des denrées alimentaires, le transport et la manutention. 4 299 convois escortés par la gendarmerie, 230 réclamations toutes satisfaites. Pour ce qui est de la gestion de la pandémie à proprement parler, le journal Le Quotidien fait état d'une opacité, cela du fait de l'absence de données sur les malades et les cas de décès. Selon Le Quotidien, il est difficile pour l'instant de se forger une opinion sur le niveau réel de pénétration de la maladie dans ce pays où le relâchement est total depuis la levée des mesures restrictives, car les autorités médicales ont décidé de tout confiner dans les centres de traitement des épidémies. En tous les cas, pour Vox Populi, la capitale Dakar est dans l'œil du cyclone. Mon confrère fait savoir que plus de 6 000 cas de corona sont recensés dans la région, dont 56% dans les 19 communes du département de Dakar. Ce qui fait dire au ministre de la Santé que Dakar est aujourd'hui de manière incontestable l'épicentre de la pandémie. Et la communauté libanaise dans tout cela, le Témoin note qu'elle a payé un lourd tribut avec plus de 25 décès. L'Observateur à sa une évoque la pandémie, mais sous un autre aspect avec à la clé des confidences croustillantes. Les incroyables secrets des internés du coronavirus, ceux-là qui étaient dans les réceptifs hôteliers qui étaient réquisitionnés par l'État. Selon l'Obs, ces réceptifs ont subi plus ou moins de dégâts matériels et ont été confrontés à des scènes insolites. Guéréo de la javel coupée à l'eau pour se soigner, Thiès, le coup de la chaise anglaise et l'évasion spectaculaire des enfants talibés, Diamniadio, les balades amoureuses et le projet de mariage de 2 malades rencontrés au centre de traitement. Tout cela à lire aux pages 4 et 5 de l'Observateur. Et à la page 6 du journal, il est question de l'abandon des visites prénatales et postnatales par peur du coronavirus. Selon l'Obs, beaucoup de Sénégalaises n'honorent plus les rendez-vous dans les services de maternité, gynécologie, obstétrique des hôpitaux. Un abandon des soins qui peut engendrer d'énormes risques chez la femme enceinte. Les conséquences de la pandémie pour l'île de Gorée, elle est coupée du monde depuis 4 mois. Enquête consacre un dossier à la situation que vit l'île. Le journal constate que Gorée souffre parce que privée de 95% de ses ressources avec l'arrêt du tourisme. Selon mon confrère, l'île Mémoire vit la pire crise économique de son histoire au point que son maire appelle l'État à les aider. Oui, parce que si l'on se fie à enquête, Gorée attend désespérément l'aide de l'État et angoisse pour son avenir incertain. À la une de Source A, attribution du marché des centres régionaux de contrôle de visite technique des véhicules, ça sent le riz de Mansour Faye. Selon le journal, jusqu'avant-hier nuit, nul n'était au courant d'un quelconque avis d'attribution des marchés, mais aussi les postulants à ces centres de contrôle qui sont recalés n'ont aucune possibilité de faire recours, ni auprès de l'ARMP, ni ailleurs. La réalité est que l'homme d'affaires et patron de EMG a pu hériter du centre régional de Thiès, le centre
régional de Diourbel, lui, est déjà proposé à Serignang de la société Intracom. Et pour ce qui est du pôle sud, Source A appris qu'il est attribué à 2 Libanais. Ce dossier à lire dans Sud Quotidien, dossier sur la campagne agricole. Agriculteurs, opérateurs et État à couteau tiré. C'est au sujet de la qualité des semences pour la présente campagne agricole. Sport pour terminer, Dembaba s'entretient avec le quotidien Record. Le champion de Turquie, revanchard, selon le journal, confie qu'il y a 4 ans, tout le monde le croyait fini. À la une du quotidien Stade, il est question de la première ligue anglaise et de la course pour la Champions League. Chelsea et Manchester United jouent gros. Sadio et les Reds, un redoutable arbitre. Liverpool recevra son trophée après la rencontre. Et au sujet de la relégation, le journal Stade confie que Watford d'Ismaïla Sarr est dans le rouge. À vos kiosques et bonne lecture. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h42, bienvenue à Point de vue aujourd'hui sur le trafic d'armes au Sénégal. Suite à la saisie d'une grande quantité d'armes et de munitions à Touba il y a quelques jours, mais c'est à Ziguinchor que nous allons retrouver nos 2 invités, le docteur Benoît Tine, criminologue, enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Docteur, bonjour. Bonjour enseignant, bonjour aux auditeurs et aux internautes de la RFM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous retrouvons également Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur du Malao en Casamance. Bonjour monsieur Cissé. Bonjour monsieur Nyan, bonjour à toutes et à tous, vous qui avez choisi en tout cas la RFM pour vous informer. En tout cas, nous vous disons merci en tout cas d'avoir accordé une attention particulière au mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest. Merci à vous. Oui, mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest. C'est la signification de l'acronyme Malao. Je reste avec vous justement, cher Tidiane Cissé, pour parler de l'ampleur du phénomène des armes illégales, disons, du trafic d'armes au Sénégal. Dans nos recherches, nous avons trouvé très peu de chiffres directs sur le phénomène de l'ampleur du phénomène. Mais en vous fondant sur les incidents liés aux armes et aux saisies récentes et un peu plus anciennes, quelle est votre évaluation justement du phénomène au niveau du Sénégal particulièrement ? Voilà, merci beaucoup M. Nyan. Signaler justement que la problématique de la circulation illicite des armes légères est une réalité dans ce pays. C'est une réalité dans ce pays, d'autant plus que c'est vrai, le Sénégal depuis 1966, exactement le 18 janvier, avec la loi 66-03, avait déjà pris des dispositions pour faire face à ce phénomène de circulation des armes légères et détention d'armes. Et cette loi, d'ailleurs, précisait qu'aucun commerce des armes n'est possible au Sénégal sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Mais, sincèrement, si sur les forces de défense et de sécurité sont en train effectivement de faire le travail comme il le faut et comme leur confie la loi, il faudrait accepter également pour dire que la clandestinité est en train de prendre le dessus sur effectivement la légalité, parce que tout simplement, nous vivons des phénomènes de violence armée. Toute violence, toute forme de violence faite à l'aide d'une arme, et la circulation des armes légères ne fait que effectivement donc montrer son visage au Sénégal. Il y a en tout cas des actes qui sont jusqu'ici posés, tels que le vol de bétail, donc qui est une réalité en Casamance. C'est des vols de bétail qui sont souvent accompagnés de circulation illicite d'armes. Il y a également le trafic de drogue qui est réel également dans nos pays. Et quand on parle de drogue, il faut parler de circulation d'armes légères, sans compter maintenant les trafiquants, le terrorisme. En tout cas, c'est toute une géopolitique qui est là, qui favorise effectivement cette circulation illicite d'armes dans nos pays, et le Sénégal n'est pas une exception. Très bien. Docteur Benoît Tine, criminologue, enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor, quel est votre point de vue sur la question, l'ampleur du phénomène et justement les explications, les raisons de cette prolifération affirmée des armes détenues illégalement ?
Oui, Monsieur Ignan, c'est toujours en tout cas un plaisir de sortir de nos centres de recherche pour partager avec les populations et pour vous, la RFM aussi, de descendre, de sortir de vos salles de rédaction et, comme aujourd'hui, donc, de venir à Ziguinchor. Et plaisir c'est partagé. L'occasion donc de saluer mon co-débatteur, Monsieur Cissé. Alors, Monsieur Ignan, nous sommes à la croisée de deux problématiques que beaucoup de recherches universitaires corroborent. Donc, il y a Touba, pour vraiment parler de cette situation précise, Touba, un État dans l'État, et le trafic d'armes qui est un fait social avec des conséquences en termes de crimes qui d'habitude étaient localisés au niveau des frontières, notamment avec la Gambie, sous Yahya Jammeh, et la Guinée-Bissau à cause de l'instabilité politique. Donc cela crée un cocktail explosif, la rencontre de ces deux problématiques. Nous sommes devant donc une situation de fait. Touba est devenu, j'allais dire, l'alpha et l'oméga de l'économie réelle au Sénégal, mais surtout de l'économie souterraine. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'à Touba, on trouve du tout. Ce n'est pas un scoop. Il fut d'ailleurs une époque où on disait aux victimes de vol de véhicules, par exemple, de se rendre illico presto à Touba avant qu'il ne soit réduit, avant que le véhicule ne soit donc réduit en pièces détachées. Donc le crime organisé qui se nourrit de zones de non-droit ou alors d'une faible emprise de l'État. C'est un État qui laisse faire, un État, j'allais qualifier d'hypocrite, puisque confronté est-il à l'omnipotence du pouvoir religieux. On l'a vu avec l'actualité de la Covid-19 sur la réouverture des lieux de culte et autres. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est Touba qui fait et défait. C'est Touba qui tire les ficelles. Mais il n'y a pas que Touba. On cite mot. également Madina Gounass. Il y a également le marché des Diaobé à Kolda. Mais ce qui n'enlève en rien votre analyse, c'est-à-dire ce sont des zones peu contrôlées par l'État. Effectivement, le dénominateur commun de ces zones-là, c'est la présence du pouvoir religieux. Donc, avec l'absence ou la faiblesse d'un État, comme à Touba, comme à Pire, comme à Medina Gounass. Et surtout, donc, la faiblesse de cet État est l'incapacité du pouvoir religieux, de ces pouvoirs religieux, à remplir ses fonctions régaliennes d'un État défaillant et faible, qui ne rate jamais d'occasion d'ailleurs à se courber et à s'incliner devant ces lobbies religieux. Donc ceci ouvre un grand boulevard aux trafiquants de toutes sortes. C'est trafic d'armes, trafic de bêtes, donc le vol de bétail, M. Cissé l'a dit tout à l'heure. Il y a le trafic de drogue qu'il a aussi rappelé, le trafic d'organes, le trafic de faux médicaments, effectivement, le trafic de voitures, bref, le crime organisé dans toute sa splendeur, M. Nian, avec tout ce que cela comporte comme conséquence en termes d'insécurité, en termes de violence et en termes de traumatisme. On peut dire aussi, sans risque de se tromper, que la cartographie donc de ce trafic révèle comme plaque tournante, Touba, comme vous l'avez dit, Pire, Medina Gounass, et on se rappelle d'ailleurs une grande saisie aussi orchestrée en octobre dernier, octobre 2019, avec d'importantes saisies en termes de gros calibre, d'armes de gros calibre, pas seulement des armes légères, mais de gros calibre, sachant que donc ces saisies, en gros, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et que ces chiffres noirs dépassent de loin ces chiffres gris. Donc, c'est fait relater par la presse. Okay. Donc, le trafic, un trafic de drogue, M. Cissé en a parlé, trafic de médicaments, avec le trafic d'armes constitue l'une des activités les plus lucratives. Donc, le trafic d'armes comme un fait social qui peut être expliqué par un autre fait social. Si ce trafic existe, c'est parce qu'il y a bel et bien un marché qui existe. La demande est de plus en plus forte, avec les uns et les autres qui se procurent des armes, via des complicités parfois. On peut citer comme exemple des lutteurs, des hommes politiques, des hommes dits religieux qui possèdent même une milice personnelle. On en voit aujourd'hui au Sénégal, malheureusement. Tout à fait. Donc des exemples, et j'en passe. Arrêtons-nous un peu sur la corrélation entre, et je voudrais là-dessus interroger Cheikh Tidiane Cissé, la corrélation entre le trafic d'armes légères et de munitions et la situation dans la sous-région et dans la zone même de la Casamance, puisque dans les analyses, on voit bien qu'il y a un rapport entre l'insécurité qui environne le Sénégal et même à l'intérieur du Sénégal, dans la région de Casamance et la circulation de ces armes. Qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus, Cheikh Tidiane Cissé? Vous l'avez dit, M. Nian, il faudrait d'abord, sur le plan stratégique, comprendre que le Sénégal est mal entouré. D'abord par la Guinée-Bissau où il régnait une instabilité institutionnelle. Ensuite, la Gambie, tout récemment, avant le départ de Yahya Jammeh, où il y avait donc un problème avec la rébellion casamançaise, une connexion établie ou pas, mais qui ne disait pas son nom. Mais également le Mali qui est donc une terre fertile
au terrorisme. Or, tout le monde sait que le terrorisme également est un moyen de propagation vraiment de ce virus, si on peut l'appeler ainsi, cette circulation illicite d'armes, parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle donc des mercenaires qui peuvent effectivement voyager d'un endroit à un autre avec la porosité de notre frontière, qui peuvent effectivement contribuer à la circulation des armes légères au niveau de nos régions. Il faut dire que la faiblesse également des législations nationales, ça pose problème, même si au niveau de la CEDEAO, des initiatives sont prises, parce qu'en réalité, la CEDEAO, convaincue de l'ampleur du dégât que constitue la circulation des armes légères, a depuis 1986 ou 2006 d'ailleurs, instauré ce qu'on appelle le moratoire d'Abuja, un moratoire qui était un engagement politique juste, c'était le 14 juin 2006. Donc les chefs d'État qui étaient là s'étaient engagés à accepter de lutter en commun contre ce fléau. Malheureusement, il nous reste 30 secondes vraiment pour Dr Bonouatine pour ébaucher peut-être une ou deux pistes de solution à ce phénomène. Oui, finalement, c'est un État qui ne détient plus seul le monopole de la violence. Il se le partage avec des personnes physiques, malheureusement, qui se sont arrogés ce droit au vu aussi d'un État devenu impuissant. Donc le plus grave, c'est que nos forces de défense et de sécurité sont en déphasage, voire aux antipodes de ces armes de dernière génération impliquées dans ce trafic comme celui détecté à Touba. Et cela pose la question de la sécurité de nos villes, de nos villages, la sécurité de l'État. Il est vrai que nous avons au niveau de nos forces de défense et de sécurité des ressources humaines de qualité, mais encore faudrait-il le doter de moyens et de technologies de dernière génération en termes de renseignement, en termes de recherche. Il va falloir investir dans ce volet-là, mais aussi en termes de munitions, parce que cela fait partie pour limiter ce crime organisé, parce que nous savons que très peu de fusils, très peu de pistolets de nos policiers, de nos gendarmes que nous croisons dans les rues sont fonctionnels. Très bien, merci beaucoup. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof. À 12h53, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter. À 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye vous présentera la principale édition de la mi-journée en langue Wolof. Tout de suite, Allô Présidence, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.